Lorsque leurs propres enfants laissèrent Margaret et Robert livrés à eux-mêmes dans une cabane délabrée, elle appuya par accident sur un point fragile du plancher en bois. La découverte cachée en dessous allait bientôt faire verser des larmes de profond remords à leurs enfants et transformer leur vie d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Margaret serra fermement le bras de Robert lorsque le véhicule s'arrêta devant le bâtiment qui ressemblait davantage à des ruines qu'à un lieu habitable. 72 ans qu'elle foulait cette terre, dont 48 passés en tant qu'épouse de Robert, et les voilà à présent debout, avec seulement 3 valises usées et l'âme brisée face à une masure en briques de boue en ruine, censée devenir leur nouveau foyer. Le chauffeur déposa leurs affaires au sol sans prononcer un mot, accepta la somme que Margaret avait comptée soigneusement pièce par pièce, puis repartit en trombe sur la route non goudronnée, soulevant un nuage de poussière derrière lui. « C'est donc ici qu'ils ont décidé de nous envoyer, Robert », murmura Margaret, la voix tremblante de colère et de chagrin qu'elle tenta désespérément de cacher à son mari. Robert ajusta sa casquette et prit 2 valises, laissant la plus petite à sa femme. Il resta silencieux, car aucun mot ne pouvait exprimer les émotions qui bouillonnaient en lui. 3 enfants qu'ils avaient élevés avec un amour inconditionnel et d'innombrables sacrifices. Et pourtant, aucun d'eux n'avait voulu accueillir leurs parents vieillissants chez lui. La cabane se tenait isolée au milieu d'un terrain laissé à l'abandon, entouré de mauvaises herbes qui montaient jusqu'à la taille et d'un grillage rouillé qui semblait plus séparé que protégé. Les murs en argile étaient fissurés comme des blessures anciennes. Le toit de paille était percé de multiples trous, laissant entrevoir le ciel gris de l'après-midi, et la porte en bois pendait sur une seule charnière, oscillant tristement sous la brise comme pour dire adieu à ceux qui s'en approchaient. « Au moins, on a quelque chose au-dessus de nos têtes », murmura Robert, plus pour lui-même que pour sa femme. Elle hocha doucement la tête, mais au fond d'elle, un cri de douleur résonnait. Comment leur vie avait-elle pu sombrer à ce point? Comment les enfants qu'elle avait bercés, nourris quand ils avaient faim, habillés avec des vêtements qu'elle avait cousus elle-même, pouvaient-ils les traiter avec une telle cruauté? Seulement 14 jours auparavant, un huissier s'était présenté devant la maison où il vivait depuis plus de 20 ans. La maison que Robert avait bâtie de ses mains, brique après brique, celle où ils avaient élevé avec amour leurs 3 enfants, accueilli leurs petits-enfants avec bonheur, celle où ils pensaient finir leurs jours paisiblement. « Madame Margaret, Monsieur Robert, je suis ici pour vous remettre un avis d'expulsion. » Le document légal ne laissait aucune place à l'interprétation. Leur maison était saisie pour régler des dettes dont ils n'avaient aucune connaissance. Daniel, leur fils aîné, avait secrètement mis la maison en garantie pour un prêt important, sans jamais en informer ses parents. Lorsque son entreprise fit faillite, la maison fut immédiatement mise aux enchères. « Papa, maman, je n'aurais jamais imaginé que ça se terminerait comme ça », expliqua-t-il lorsqu'ils le contactèrent, désespérés. « Mais vous comprenez comment vont ces choses, non? Mon appartement est petit, modeste. Les enfants font tellement de bruit tout le temps. Jessica ne pourrait pas vraiment s'occuper de vous comme il faut. » Steven, le cadet, parle avec une franchise brutale. « Écoutez, papa, je vais être honnête avec vous. On a déjà assez de problèmes de notre côté. On ne peut tout simplement pas vous accueillir en ce moment. J'espère que vous comprenez notre situation. » Et puis il y avait Caroline, la Benjamine, la petite fille que Margaret avait sans doute trop choyée, qui ne prit même pas la peine de décrocher lorsqu'ils appelèrent. Elle fit répondre par son mari avec un message expéditif. « Dites-leur qu'on est en voyage pour l'instant et qu'on verra ça à notre retour. » Ce fut Daniel qui proposa finalement ce qu'il appelait une solution. « Papa, tu te souviens du vieux terrain de l'arrière-grand-père, là-bas, cette petite cabane perdue à la campagne? Le titre est encore à notre nom. Vous pourriez vous installer là-bas, juste pour un temps, le temps qu'on trouve une solution. » Robert n'avait qu'un vague souvenir de cette propriété dont son père parlait parfois, sans jamais l'avoir vue lui-même. « C'est mieux que de finir à la rue, tu ne crois pas, papa? Maintenant,
Alors qu'ils poussaient la porte grinçante de la cabane, la campagne brésilienne s'étendait à perte de vue autour d'eux, rappel brutal de la distance qui les séparait de la ville qu'ils avaient jadis appelée maison. Margaret comprit enfin le sens véritable de ces mots, mieux que la rue. L'odeur nauséabonde de moisissure et de pourriture lui frappa les narines comme un coup. L'intérieur révélait les rares meubles restants, tous couverts d'une épaisse couche de poussière accumulée depuis des années. Une table branlante se tenait dans un coin, flanquée de 2 chaises abîmées, une cuisinière rouillée et un vieux sommier soutenant un matelas déchiré, manifestement devenu le repère de rongeurs. « Seigneur du ciel !» souffla Margaret en posant ses bagages sur le sol crasseux, observant les lieux lugubres qui les entouraient. De minces rayons de lumière traversaient les nombreuses fissures du toit, illuminant des toiles d'araignée dans chaque recoin, des détritus éparpillés au sol et des traces d'humidité formant de sombres taches inquiétantes sur les murs abîmés. « Robert, comment sommes-nous censés survivre dans un endroit pareil ?» Robert ne répondit pas à sa question. Il traversa lentement l'unique pièce de la cabane, posant chaque pas avec prudence sur les lames de plancher qui grinçaient bruyamment sous son poids. Certaines planches étaient en train de se détacher, d'autres complètement pourries, et au centre de la pièce, une tache sombre laissait place à toutes les hypothèses. Il s'agenouilla, passa sa main sur une des planches et constata qu'elle était complètement ramollie par l'humidité. « Je vais essayer de réparer ce que je peux », annonça-t-il en retirant sa veste et en retroussant ses manches au-dessus des coudes. « Au minimum, je peux tenter d'empêcher la pluie de nous tomber dessus pendant qu'on dort cette nuit. » Margaret regarda son mari, le cœur serré par une douleur vive. Pendant toute leur vie commune, Robert avait toujours été un homme fort et déterminé, un travailleur acharné capable de réparer presque tout avec ses mains et quelques outils. Mais le temps avait fini par l'atteindre, l'épuisant, et cette situation accablante pesait sur lui comme une montagne. Elle ouvrit la première valise et commença à en sortir quelques vêtements, cherchant désespérément une surface à peu près propre où les poser. Des clous rouillés dépassaient encore des murs, sur lesquels elle put suspendre quelques habits. Il n'y avait ni placard, ni commode, rien de vraiment utile. Tous les biens accumulés pendant près de 50 ans de vie commune tenaient maintenant dans 3 vieilles valises abîmées. En rangeant les draps, Margaret trouva quelque chose au fond de la valise qui la figea. Une photo de leurs 3 enfants quand ils étaient tout petits. Daniel n'avait pas plus de 5 ans. Steven devait en avoir 3, et Caroline n'était encore qu'un bébé dans les bras de sa mère. Chaque visage rayonnait de bonheur et souriait largement. Les enfants entourant affectueusement leurs parents devant la modeste maison qu'ils habitaient à l'époque avant de pouvoir acheter la leur. À cette période, ils ne possédaient presque rien de matériel, et pourtant, ils étaient vraiment heureux ensemble. Les enfants ne se plaignaient jamais de manger le même repas tous les jours, de porter des vêtements rapiécés ou des chaussures trouées. Ils formaient une véritable famille, unie et aimante. « Où avons-nous donc commis des erreurs, Robert ?» demanda-t-elle en serrant la photo précieuse entre ses mains, tremblantes. « Nous avons tout sacrifié pour eux, absolument tout. Nous nous sommes privés de tant de choses pour leur offrir une bonne éducation, pour leur donner tout ce qu'ils désiraient, et voilà où cela nous a menés. » Robert cessa d'examiner la planche branlante et se tourna entièrement vers sa femme. Il vit les larmes couler sur son visage marqué par le temps. Il observa ses mains ridées tenir cette photo comme si c'était le trésor le plus précieux au monde. Et peut-être que c'était vrai, peut-être que cette image fanée était la dernière preuve de la famille qu'ils avaient cru avoir. « Nous n'avons commis aucune erreur, Margaret, » déclara-t-il en se redressant lentement et en la rejoignant. « Nous les avons aimés pleinement, sans condition, et aimer quelqu'un n'est jamais une erreur. » Il la prit tendrement dans ses bras. Il sentait son corps trembler des sanglots qu'elle tentait de contenir. Les erreurs sont entièrement les leurs, et ce sont leurs choix. Et souviens-toi bien de ce que je te dis. Un jour viendra où ils seront dévorés par le remords. Margaret posa doucement sa tête contre la poitrine de son mari, écoutant les battements réguliers de son cœur,
Un son fatigué mais rassurant qui lui apportait un peu de réconfort. Mais que se passera-t-il si on ne parvient pas à survivre dans cet endroit affreux, Robert? Et si l'un de nous tombait gravement malade, qui prendra soin de nous alors? On trouvera une solution, la rassura-t-il, caressant tendrement ses cheveux gris argentés. Tout au long de notre vie ensemble, on a toujours surmonté les épreuves, et ce n'est pas maintenant qu'on va abandonner. Pourtant, au fond de son propre cœur, la peur le serrait autant qu'elle la serrait elle. La peur de ne pas réussir à rendre cette cabane habitable. La peur que Margaret sombre dans une dépression dont elle ne se relèverait pas. La peur de mourir dans ce lieu oublié, sans jamais revoir les visages de leurs enfants. Alors que le soleil amorçait sa lente descente vers l'horizon, ils partagèrent leur premier repas dans leur nouveau logis. Du pain simple que Margaret avait pris soin d'emporter. De l'eau que Robert avait extraite, non sans peine, d'un vieux puits délabré derrière la maison. Ils mangèrent en silence, assis sur les 2 chaises bancales, écoutant les sons de la nuit qui s'installaient. Les grillons, le vent glissant dans les branches. Et de temps en temps, un bruit étrange qui semblait provenir de sous le plancher. « Tu as entendu ça à l'instant ?» demanda soudain Margaret, interrompant sa bouchée et concentrant toute son attention sur le bruit étrange. « Entendu quoi exactement ? Ce son là-dessous, on dirait que quelque chose bouge sous la maison. » Robert tendit l'oreille vers le sol. Effectivement, un bruit se faisait entendre. Un son étouffé, comme si quelque chose se déplaçait juste sous les planches du plancher. « Probablement un rongeur qui court, » répondit-il d'un ton peu convaincu. Mais au fond, il n'en était pas certain. Margaret se leva et s'avança vers le centre de la pièce, là où les bruits semblaient les plus nets et les plus forts. Son pied s'appuya sur une planche en particulier et elle sentit aussitôt qu'elle s'enfonçait bien plus qu'elle ne l'aurait dû. « Robert, viens vite ici. Il y a quelque chose de bizarre avec cette partie du plancher. » Il s'approcha et posa à son tour son poids sur le même endroit. Le bois gémit et s'enfonça de plusieurs centimètres. Cela suggérait qu'un espace vide se trouvait juste en dessous. « Il y a clairement quelque chose sous nos pieds, » constata-t-il à voix basse, en s'agenouillant pour examiner la planche du bout des doigts. « On dirait qu'il y a une sorte d'ouverture en dessous. » Margaret sentit un malaise lui nouer le ventre. « Une ouverture ? De quel genre parles-tu » Robert sortit un des rares outils qu'il avait apporté avec lui et commença à travailler sur la planche suspecte. L'arracher ne fut pas difficile, car le bois, en mauvais état, ne tenait presque plus. Dès qu'il retira la première planche, un courant d'air glacial s'échappa de l'espace découvert, portant avec lui une odeur différente. Ce n'était pas la moisissure, ni celle des rongeurs. C'était une odeur ancienne, celle de quelque chose resté scellé et intact pendant très longtemps. « Mon Dieu !» murmura Margaret, s'agenouillant près de son mari pour regarder dans l'obscurité du vide, soudain apparu sous leurs pieds. « Il y a vraiment quelque chose là-dessous. » Robert attrapa la lampe torche qu'il avait emportée et en dirigea le faisceau dans le noir. Ce que la lumière révéla les laissa tous deux sans voix pendant de longues secondes. Ce n'était ni un simple trou, ni une cavité ordinaire. Cela ressemblait à une pièce secrète, creusée dans la terre, dont les murs étaient soigneusement bordés de pierres, comme si quelqu'un l'avait construite avec attention et précision. Et au fond de cette chambre cachée, recouvert de poussière mais encore visible, reposait un coffret en bois ancien. « Robert » murmura Margaret d'une voix à peine audible, empreinte de crainte. « Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ?» Il inclina un peu plus le faisceau pour mieux distinguer le contenu. Le coffret semblait très ancien, son bois usé par le temps. Il était enveloppé dans un tissu qui avait dû être blanc à l'origine, mais qui avait jauni avec les années. Tout près, on distinguait d'autres objets difficiles à identifier sous cette faible lumière. « On dirait que quelqu'un a caché quelque chose ici volontairement », souffla Robert. Son cœur battait à toute vitesse, comme il ne l'avait plus ressenti depuis des années. Et cela date d'il y a très longtemps. Margaret regarda son mari, puis l'ouverture, puis de nouveau Robert.
Tu crois que ça pourrait avoir un lien avec ton grand-père? Robert resta silencieux pendant plusieurs battements de cœur, réfléchissant aux implications de cette question. Son grand-père avait été propriétaire de cette terre bien des décennies auparavant. C'était un homme mystérieux, décédé alors que Robert était encore jeune adulte et qui avait laissé derrière lui de nombreuses histoires étranges transmises dans la famille. Des récits sur des objets qu'il protégeait avec acharnement, des secrets qu'il avait emportés dans la tombe. C'est tout à fait possible, reconnut-il lentement avec gravité. C'est même très possible. Et à cet instant précis, alors qu'il contemplait l'espace secret qu'il venait de découvrir par hasard, Margaret et Robert ressentirent une émotion qui avait disparu de leur vie depuis plusieurs semaines. Une petite étincelle d'espoir, discrète mais bien réelle, se mit à briller en eux. Peut-être, juste peut-être, que cette cabane oubliée et négligée, où leurs propres enfants les avaient abandonnés sans remords, cachait bien plus de mystères qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Peut-être que l'univers leur réservait encore un cadeau inattendu. La brise du soir fit grincer la porte sur sa charnière abîmée, tandis qu'au dehors, la nuit tomba, profonde et totale. Elle apportait avec elle une promesse silencieuse, celle que le jour suivant leur offrirait des expériences totalement différentes de tout ce qu'ils avaient connu jusqu'à présent. Margaret ne réussit pas à fermer l'œil une seule seconde durant cette première nuit dans la cabane. Allongée sur le vieux matelas qu'ils avaient réussi à nettoyer tant bien que mal, elle écoutait la respiration difficile de Robert endormi à ses côtés, tandis que ses pensées tourbillonnaient sans fin. Ce coffret en bois caché sous le plancher refusait de quitter son esprit, ne serait-ce qu'un instant. Quel secret pouvait-il bien contenir? Pourquoi quelqu'un aurait-il choisi de dissimuler quelque chose à cet endroit? Et pour quelle raison leurs enfants les avaient-ils envoyés précisément dans cette cabane, parmi toutes les autres options possibles? Dès que les premiers rayons de soleil passèrent à travers les fentes du toit abîmé, elle était déjà levée. Elle s'occupa d'allumer le feu dans le poêle à bois pour faire chauffer de l'eau en vue du café du matin. Robert se réveilla au bruit de ses gestes et son tout premier réflexe fut de tourner les yeux vers l'ouverture qu'ils avaient découverte la veille. Les planches retirées étaient toujours appuyées contre le mur, partiellement dissimulant la chambre cachée, mais assez peu pour confirmer que tout cela était bien réel. Ce qu'ils avaient vu la nuit précédente n'était pas un simple rêve engendré par la fatigue. « Bonjour, mon chéri !» le salua Margaret avec chaleur en lui tendant un café dans une tasse dépareillée trouvée dans un des placards abîmés. « As-tu pu te reposer un peu ? Comment pourrais-je dormir paisiblement en sachant qu'un trésor est peut-être caché juste sous notre sol ?» répondit-il. Et un vrai sourire se dessina sur son visage. Le premier qu'elle voyait depuis de longues semaines. C'était la première fois que Robert souriait depuis la perte de leur maison. « Un trésor, tu dis ?» répliqua Margaret en riant, même si une certaine nervosité transparaissait dans son ton. « Robert, on ne sait même pas ce que c'est. Cela pourrait n'être qu'un tas de vieilles choses sans aucune valeur. » « Tu as raison, c'est possible. » Il marqua une pause, se redressa, puis se dirigea vers l'ouverture mystérieuse. Mais l'inverse est aussi vrai. Et si quelque chose d'important nous attendait là-dessous? Quelque chose que mon grand-père aurait choisi de cacher volontairement? Margaret remplit sa propre tasse de café et vint se placer à ses côtés, au bord de la découverte. À la lumière du jour, la chambre secrète semblait encore plus fascinante que la veille au soir. La preuve d'un travail méticuleux était désormais évidente. Chaque pierre avait été posée avec soin pour former des murs parfaitement ajustés. Le sol avait été aplani, donnant l'apparence d'une petite cave à vin, et ce vieux coffret de bois posé au fond semblait presque les appeler, comme s'il les invitait à révéler les mystères qu'il renfermait. « Est-ce que tu te souviens de quelque chose que ton père aurait raconté à propos de ton grand-père » demanda Margaret en s'agenouillant au bord de l'ouverture. Robert se gratta la barbe grisonnante, fouillant sa mémoire à la recherche du moindre indice.
Je me souviens que mon père décrivait toujours mon grand-père comme un homme extrêmement secret. Il disait que grand-père était arrivé d'un endroit lointain, avec de l'argent dont personne ne connaissait vraiment la provenance. Il avait acheté ce terrain, construit cette cabane de ses propres mains, mais il ne parlait quasiment jamais aux familles voisines. Il vivait ici seul toute sa vie? Pas tout à fait. Il s'était marié à un moment donné, mais elle est morte jeune. Après sa mort, il est devenu étrange, replié sur lui-même. Mon père disait que grand-père passait des heures assis à une vieille table à écrire sans arrêt, comme s'il rédigeait des plans complexes ou consignait des affaires confidentielles. Un frisson involontaire parcourut la colonne de Margaret. Des affaires confidentielles de quelle nature? Cela, je l'ignore, répondit-il. Mon père est mort alors que je n'étais encore qu'un enfant. Il ne m'a jamais donné d'explication précise. Tout ce qu'il disait, c'est que grand-père était très différent des autres hommes du coin, qu'il possédait une sagesse et une connaissance qu'il refusait de partager avec qui que ce soit. Robert dirigea à nouveau le faisceau de la lampe dans l'espace caché, éclairant les divers objets dispersés à l'intérieur. En plus du coffret en bois, on distinguait ce qui ressemblait à une enveloppe jaunie par le temps, plusieurs objets métalliques difficilement identifiables, et autre chose encore qui reflétait la lumière avec un éclat semblable à du verre ou du cristal. « Margaret, dit-il, la voix épaisse, chargée d'émotion, je suis convaincu que nous devons descendre là-dessous et examiner tout ce qui s'y trouve. » Descendre dans ce trou? Elle regarda l'ouverture sombre avec une inquiétude évidente dans les yeux. « Robert, et s'il y avait quelque chose de dangereux en bas? Et si un serpent y avait fait son nid? Et si c'était la réponse à tous nos problèmes, l'interrompit-il brusquement. Son regard se planta dans le sien avec une telle intensité que Margaret sentit son cœur s'accélérer. Margaret, réfléchis bien, nos enfants nous ont envoyés précisément ici, sur cette propriété, celle de mon grand-père. Tu crois vraiment que c'est une simple coïncidence? Margaret se tut, songeuse. Elle pesait avec soin les implications des paroles de son mari. La situation semblait en effet trop étrange pour être le fruit du hasard. Daniel connaissait plusieurs terrains appartenant encore à la famille. Il y avait d'autres endroits où ils auraient pu loger temporairement. Qu'est-ce qui pouvait expliquer le choix exact de cette cabane abandonnée dans un lieu aussi isolé? « Tu penses qu'ils savent quelque chose que nous ignorons ?» demanda-t-elle à voix basse, comme si leurs enfants pouvaient les entendre. Robert hésita avant de répondre. Son esprit vagabondait parmi de vieux souvenirs. Il revoyait des remarques que Daniel avait faites autrefois, à propos d'héritages transmis entre générations. Des allusions à des biens que leur grand-père aurait laissés derrière lui, des commentaires qui à l'époque semblaient anodins, presque plaisantins, mais qui, à présent, prenaient un tout autre sens. « Je pense que nous allons bientôt obtenir des réponses, » déclara-t-il enfin. « Mais d'abord, il faut découvrir ce que contient ce coffret. » Il fallut environ 2 heures à Robert pour organiser une descente dans la chambre souterraine sans prendre de risque. Ils attachèrent solidement une corde à une poutre du toit, testèrent sa solidité, puis, avec des mouvements lents et précis, il descendit dans l'ouverture. L'espace était bien plus grand qu'il ne l'avait cru en le regardant d'en haut. Il mesurait environ 1,80 m de profondeur, permettant de se tenir debout, sans difficulté. « Bon sang !» s'exclama-t-il une fois en bas, balayant la pièce de sa lampe. « Margaret, ce qu'on a trouvé dépasse tout ce qu'on imaginait. Décris-moi ce que tu vois. Le coffret en bois n'est qu'un objet parmi d'autres. De nombreux éléments ont été stockés ici. Des piles de documents, divers objets physiques, tout laisse penser que grand-père utilisait cet endroit comme un coffre-fort secret pour ses biens les plus précieux. Robert saisit d'abord l'enveloppe jaunie, visiblement très fragile. Puis, il remonta avec précaution et s'installa aux côtés de Margaret pour l'ouvrir ensemble. Le papier était sec, friable, mais les mots restaient lisibles. La lettre avait été écrite à la main avec une calligraphie élégante et soignée, typique d'une époque révolue.
À ceux de ma lignée qui découvrent cet endroit caché, lut Margaret à voix haute, la voix tremblante d'émotion. Si ces mots sont devant vos yeux, c'est que le moment est venu pour vous d'apprendre la vérité sur notre histoire familiale. Robert sentit son sang se glacer dans ses veines. « Continue », souffla-t-il presque sans voix. « Je me nomme Eduardo Ferreira, mais je ne suis pas l'homme ordinaire que les autres ont toujours cru que j'étais. Je suis arrivé sur ce territoire en fuyant des personnes qui voulaient s'emparer de ce qui m'appartenait de plein droit. Je ne transportais pas seulement des ressources financières, mais aussi un savoir spécialisé et des secrets jalousement gardés que je vous transmets à présent. » Margaret interrompit sa lecture et leva les yeux pour croiser directement le regard de Robert. « Robert, ton grand-père fuyait des poursuivants ? C'est ce qu'il semble. » Continue la lecture de la lettre. « Dans cette chambre souterraine, j'ai conservé une partie de ce que j'ai transporté avec moi au cours de mon voyage. Des preuves documentées établissant ma véritable identité. Des bijoux précieux transmis dans ma famille depuis plusieurs générations. Et des cartes dessinées à la main indiquant les endroits où d'autres objets importants sont cachés. Faites preuve d'une extrême prudence. Certains membres de cette famille ont un caractère malveillant, des individus prêts à tout pour s'emparer de ces secrets. » Le silence qui suivit était lourd, oppressant comme du plomb. Margaret et Robert échangèrent de longs regards. Tous deux peinaient à assimiler et comprendre ce qu'ils venaient d'apprendre. Des personnes malveillantes dans leur propre famille, des secrets cachés intentionnellement, des cartes menant à d'autres découvertes importantes. « Margaret, » dit Robert en parlant lentement et avec intention, « je suis désormais convaincu que notre présence ici n'est pas due au hasard. Explique plus clairement ce que tu veux dire. Daniel a toujours fait preuve d'une intelligence remarquable. Il a toujours su plus de choses sur la famille qu'il ne l'a laissé entendre. Imagine qu'il ait su que cette lettre existait, qu'il ait su que des objets de valeur avaient été cachés ici. » Margaret sentit une colère glaciale monter dans sa poitrine. « Tu es en train de dire que notre propre fils biologique... Ce que je dis, c'est que sa motivation pour nous envoyer ici n'était peut-être pas la compassion ou la gentillesse. C'était peut-être un intérêt personnel parfaitement calculé. » Robert redescendit une seconde fois dans la chambre secrète et cette fois remonta en portant lui-même le conteneur en bois. Le poids de la boîte dépassait largement ce que son apparence laissait supposer. Et dès qu'ils en soulevèrent le couvercle, le choc de ce qu'ils virent fut si fort qu'ils faillirent en perdre connaissance. Des bijoux manifestement anciens, des pièces frappées en véritable or, des documents officiels portant des sceaux et tampons gouvernementaux, et une petite carte dessinée à la main, indiquant l'emplacement d'autres sites disséminés sur la propriété. « Mon Dieu !» murmura Margaret stupéfaite en soulevant l'une des pièces en or avec des doigts tremblants. « Robert, ce que nous voyons ici représente une véritable fortune. Et nous n'avons encore rien vu, » répondit-il en attirant son attention sur un document en particulier parmi la collection. « Regarde ça de près. Ce sont des actes notariés de propriété foncière. Plusieurs terrains distincts, tous enregistrés au nom d'Eduardo Ferreira. » Margaret prit le document et en examina le contenu avec soin. Les papiers mentionnaient des propriétés situées dans 3 villes différentes. Chaque terrain était officiellement enregistré au nom du grand-père de Robert. Des biens immobiliers qui, s'ils existaient toujours, auraient aujourd'hui une valeur de plusieurs millions. « Robert, » parvint-elle à dire dans un souffle à peine audible, « ton grand-père possédait une immense richesse, une fortune considérable, et nous n'en avons jamais rien su. » « Mais si Daniel savait tout depuis le début, » demanda Robert, sentant une colère légitime grandir en lui comme un feu embrasant du bois sec. « Et s'il nous avait envoyés ici en sachant parfaitement que nous finirions par découvrir tout cela ? Et si son vrai plan était que nous mourions ici, seuls, pour pouvoir revenir ensuite et s'emparer du trésor ?» Margaret observa attentivement le visage de son mari. Puis son regard se posa sur les bijoux éparpillés sur la vieille table branlante.
et elle revint ensuite à son mari. À cet instant, tous les éléments jusque-là confus s'alignèrent avec une clarté parfaite. L'empressement de Daniel à régler leurs problèmes de logement, son insistance pour qu'il s'installe précisément dans cette cabane, le refus catégorique des autres enfants d'apporter la moindre aide. Ce n'était pas un simple abandon, c'était un plan calculé depuis le début. Il savait tout, déclara-t-elle, sa voix gagnant progressivement en assurance. Nos propres enfants connaissaient cette vérité et nous ont envoyés ici en espérant que nous trouverions ce qui était caché et que nous mourrions avant d'avoir le temps de faire quoi que ce soit. Robert reprit la carte dessinée par son grand-père et l'examina avec soin. 3 emplacements distincts étaient marqués dans les limites de la propriété, en plus de la cache souterraine qu'ils avaient déjà trouvée et explorée. 3 sites différents où Eduardo Ferreira avait dissimulé d'autres biens. « Margaret », dit-il en dirigeant son regard vers sa femme, les yeux brillants d'une vitalité qu'elle n'avait pas vue depuis de nombreuses années. « Nos enfants viennent de commettre la plus grave erreur de toute leur vie. Pourquoi dis-tu cela ? Parce qu'ils ne comprennent absolument pas qui nous sommes vraiment. Ils nous ont considérés comme 2 vieillards sans valeur, destinés à mourir ici sans opposer la moindre résistance. Mais un détail essentiel leur a échappé. » Quel détail ? Robert laissa un sourire se dessiner sur ses traits marqués par le temps. Et ce sourire-là ne portait aucune trace de tristesse ni de résignation. C'était le sourire confiant d'un homme qui vient de réaliser qu'il détient encore des atouts puissants que d'autres n'ont pas anticipés. Ils ont oublié que nous avons déjà survécu et triomphé de situations bien plus difficiles que celle-ci. Et maintenant, avec l'héritage que grand-père nous a confié, le moment est venu pour nous de leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Margaret observa les bijoux devant elle, les documents, la carte qui promettait encore d'autres révélations. Et pour la première fois depuis qu'ils avaient perdu la maison qu'ils chérissaient, un vrai sourire illumina son visage. Le temps des contes ne faisait que commencer. Margaret se réveilla le matin de leur 2e jour dans la cabane avec une énergie retrouvée, absente de sa vie depuis plusieurs mois. Pour la première fois depuis qu'on leur avait arraché leur foyer, elle ressentait un véritable objectif, une direction claire. Robert était déjà levé et assis à la table bancale, la carte dessinée par son grand-père étalée devant lui, examinant chaque détail comme si le document constituait un trésor inestimable. « Bonjour, compagnon chercheur de trésors cachés », dit-elle avec chaleur en lui tendant un café dans une tasse qui paraissait, ce jour-là, moins misérable et presque charmante. « As-tu découvert quelque chose de nouveau ?»« En effet », confirma Robert en désignant 3 points précis marqués sur la carte. Grand-père ne s'est pas contenté de la prudence. Il a fait preuve de véritable génie. Regarde l'organisation méthodique qu'il a suivie. Margaret s'approcha et constata que la carte représentait bien plus qu'un simple croquis. Eduardo avait dessiné avec une précision mathématique, plaçant la cabane comme point de référence central et notant les mesures exactes pour chaque lieu de dissimulation. Sur le premier emplacement, celui qu'ils avaient déjà découvert, figurait l'inscription « Début de la quête ». Sur le second, plus éloigné de la cabane, on lisait « Cœur de la réalité ». Et sur le 3e, situé près de la limite de la propriété, les mots indiquaient « Fin du chemin ». Il semble que grand-père souhaitait que celui qui trouverait ces cachettes les découvre dans un ordre précis, réfléchit Robert en suivant du doigt les détails complexes des dessins. Comme si chaque cachette révélait un chapitre d'une histoire plus vaste. Dans ce cas, nous devons aller immédiatement au second emplacement, déclara Margaret, en prenant l'une des pièces d'or trouvées précédemment et en appréciant son poids dans sa paume. Si le premier lieu représentait le début de la quête, je veux comprendre ce qu'est le cœur de la réalité. Il leur fallut environ 1 heure pour se frayer un chemin à travers la végétation dense et trouver l'endroit indiqué sur la carte. Il se trouvait sous un immense arbre ancien, probablement âgé de plusieurs siècles, dont les branches formaient une ombre parfaitement dessinée au sol.
Eduardo avait fait preuve d'une grande prévoyance. Cet arbre était un repère durable qui survivrait à de nombreuses générations. Robert entama les fouilles avec une pelle rouillée qu'il avait trouvée dans un vieux abri délabré situé à l'arrière de la propriété. Il ne fallut pas creuser profondément. À environ 60 cm de profondeur, la lame de la pelle heurta quelque chose de solide et d'inflexible. Ce n'était pas du bois, comme le précédent contenant. Cette fois, c'était du métal. « Margaret ?» dit-il en s'essuyant le front, les yeux brillants d'enthousiasme. « Je suis presque certain que nous avons trouvé le coffre principal. » Ce qu'ils extrairent de la terre était un coffre compact mais étonnamment lourd, fabriqué en fer forgé, muni de serrures anciennes qui fonctionnaient encore. Sur le couvercle était gravé un message soigneusement inscrit, destiné à ceux qui ont la sagesse de trouver le chemin jusqu'ici, EF 1952. L'année 1952, répéta Margaret, tout en effectuant rapidement des calculs mentaux. Ton grand-père a caché cela il y a plus de 70 ans. Robert tenta d'ouvrir les serrures, mais elles résistèrent à tous ses efforts. Ils fouillèrent minutieusement les environs jusqu'à ce que Margaret imagine une solution possible. Et si la clé se trouvait dans le premier coffret, rangé avec les autres objets que nous avons découverts? Ils retournèrent en hâte à la cabane et examinèrent à nouveau avec soin les articles récupérés du premier emplacement secret. Tout au fond du coffret en bois, enveloppé avec précaution dans un tissu imbibé d'huile protectrice, se trouvait un trousseau de vieilles clés anciennes. La troisième clé du trousseau engagea le mécanisme de verrouillage et le libéra avec un déclic satisfaisant. Le contenu du coffre ainsi ouvert les laissa tous deux sans voix pendant plusieurs longues minutes. Des documents officiels remplissaient l'intérieur, mais il ne s'agissait pas d'actes de propriété. C'étaient des certificats de naissance, des actes de mariage et même un passeport de voyage au nom d'Eduardo Ferreira, bien que la photographie jointe ne corresponde pas tout à fait aux descriptions physiques que Robert avait entendues à propos de son grand-père. « Robert !» dit Margaret en retirant un des documents et en l'examinant attentivement. Le vrai nom de ton grand-père n'était pas Eduardo Ferreira. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde ce document. Cet acte de naissance identifie un homme nommé Eduardo Castillo, né en Argentine. Et voici une autre lettre. Margaret déplia avec soin une lettre manuscrite dont le papier avait jauni avec le temps, puis commença à lire à voix haute. Mon véritable nom est Eduardo Castillo. J'ai quitté le nord de l'Argentine en fuyant une puissante organisation familiale qui cherchait à éliminer tous les héritiers légitimes d'une fortune appartenant à mon père. Robert s'assit abasourdi, tentant d'assimiler cette révélation stupéfiante. Mon grand-père venait d'Argentine et fuyait une famille qui menaçait réellement sa vie? Il y a encore plus, poursuivit Margaret en lisant la suite de la lettre. Mon père détenait des parts dans une entreprise minière, ayant découvert d'importants gisements d'or dans la région de Castillo. Après sa mort, les autres associés ont tenté de s'emparer de notre part légitime par la menace et l'intimidation. Ils ont réussi à assassiner mon frère aîné. J'ai réussi à fuir avec une partie de l'or et certains documents essentiels. Mais je sais qu'un jour, ils pourraient finir par me retrouver. Le silence qui suivit était lourd de sens. Margaret et Robert se regardèrent, conscients d'avoir mis au jour quelque chose de bien plus important qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Eduardo n'avait pas été seulement un homme discret et secret. C'était un fugitif qui avait consacré sa vie à protéger un héritage transmis par le sang. Cela explique sa prudence extrême, murmura Robert pensif. C'est pour cela qu'il a tout dissimulé avec un tel soin. Margaret poursuivit l'exploration du contenu du coffre et découvrit un élément qui fit battre son cœur plus fort. Une vieille photographie en noir et blanc montrait un jeune Eduardo debout, aux côtés d'une femme d'une grande élégance, accompagnée de 3 jeunes enfants. Une inscription manuscrite au dos disait « La famille Castillo,
Buenos Aires, 1948, avant la tragédie. « Robert, souffla-t-elle à peine, ton grand-père avait une famille entière en Argentine, et ils ont tous été tués, sauf lui. » Mais la découverte la plus bouleversante les attendait tout au fond du coffre. Un dossier rempli de documents officiels, avec tampons gouvernementaux et sceaux authentifiés, prouvait sans aucun doute qu'Eduardo détenait des parts dans une mine d'or qui, d'après les papiers, était restée active jusque dans les années 1970. « Seigneur !» s'exclama Robert en saisissant un des documents pour l'examiner de plus près. « Margaret, si cette mine existe toujours, si elle produit encore de l'or, nous pourrions détenir une richesse immense, une fortune bien au-delà de tout ce que nous avions pu imaginer. » Cependant, un élément bien plus troublant se cachait parmi les papiers. Enfouie dans la collection, une lettre d'origine plus récente, datée de 1975, soit seulement 3 ans avant la mort du grand-père, attira leur attention. Il s'agissait d'une correspondance officielle d'un cabinet d'avocats basé à Buenos Aires, adressée à Monsieur Eduardo Ferreira, résident en zone rurale du Brésil. Margaret lut le contenu à voix haute, sa voix tremblant visiblement. « Monsieur Eduardo, notre cabinet a été mandaté pour retrouver votre trace au nom de la famille Moreno, qui contrôle actuellement les opérations minières de Castillo. Nous avons confirmé que vous résidez quelque part, dans une région rurale du Brésil, et que vous possédez toujours des documents relatifs à l'héritage de la famille Castillo. Nous vous contactons dans l'intention de proposer une résolution amiable par voie de négociation. » « Ils ont réussi à retrouver grand-père, » déclara Robert, sentant un froid glacial se répandre dans son ventre. Même après plus de 20 ans passés à leur échapper, ils ont fini par découvrir où il se cachait. Et regarde la date inscrite sur cette correspondance, l'année 1975. Ton grand-père est mort en 1978, soit seulement 3 ans après avoir reçu cette lettre. Ils restèrent assis, totalement immobiles, absorbant les implications inquiétantes de ce timing. Eduardo avait consacré des décennies à vivre caché dans la campagne brésilienne et à peine ses poursuivants l'avaient-ils retrouvé qu'il quittait ce monde peu après. La coïncidence paraissait bien trop parfaite pour n'être qu'un hasard. Margaret continua à trier les papiers restants jusqu'à ce que ses mains tombent sur quelque chose qui glaça son sang. Une lettre manuscrite, à l'écriture déjà tremblante, typique de la vieillesse avancée, portait pour en-tête « Destiné à mes descendants, si le malheur devait m'arriver ». Si ces mots vous parviennent, cela signifie que la famille Moreno a réussi à me localiser. Je ne me fais aucune illusion. Ma mort ne sera pas due au vieillissement naturel. Ils ont une patience infinie, mais ils n'oublient jamais une rancune. L'or que j'ai emporté d'Argentine ne représente qu'une fraction du véritable héritage. La mine Castillo vaut des millions, et les documents établissant mon droit de propriété sont cachés dans le 3e lieu de dissimulation. Robert se leva brusquement, comme traversé par une décharge électrique. Margaret, grand-père savait qu'il voulait sa mort. Il s'est préparé à tout, car il savait que son temps était compté. « Il y a encore autre chose », annonça-t-elle en reprenant la lecture de l'écriture tremblante. « Faites extrêmement attention à qui vous accordez votre confiance parmi les membres de la famille. Certains détiennent des fragments de cette histoire et seraient prêts à tout pour mettre la main sur cet héritage. Des personnes qui peuvent sembler proches de vous, mais dont la vraie motivation est la cupidité et l'avidité. » Margaret cessa de lire et leva les yeux pour croiser le regard de Robert. La même pensée se forma instantanément dans leur esprit. Daniel, le fils qui connaissait des détails sur les propriétés familiales, qui posait sans cesse des questions sur son arrière-grand-père, qui avait insisté de façon catégorique pour qu'il s'installe précisément dans cette cabane. « Robert, » murmura Margaret, la voix presque inaudible comme hantée, « penses-tu qu'il soit possible que Daniel connaisse l'histoire de ton grand-père » Robert saisit le vieux téléphone portable qu'il avait réussi à recharger dans une petite boutique du village voisin et composa le numéro de son fils.
La sonnerie retentit plusieurs fois avant que Daniel ne réponde, un agacement perceptible dans la voix. « Salut, papa. Tout va bien à la cabane. Vous vous êtes habitué à vos nouveaux environs. » « Daniel ?» dit Robert, s'efforçant d'adopter un ton détendu. « Je peux te poser une question ? Est-ce que tu sais quelque chose au sujet de ton arrière-grand-père, d'Eduardo ?» Un long silence s'installa à l'autre bout de la ligne, bien plus long qu'un simple moment de réflexion. « Qu'est-ce qui te pousse à poser cette question, papa ?» Juste de la curiosité. En triant quelques vieilleries ici, je me suis souvenu de certaines histoires de famille. Quel genre d'histoire? Robert jeta un coup d'œil à Margaret, qui lui faisait des gestes insistants pour qu'il poursuive. Des histoires à propos d'objets qu'il aurait laissés. Des choses familiales, confidentielles. Un autre long silence suivit. Et lorsque Daniel reprit la parole, quelque chose avait changé dans sa voix. Un ton calculé, presque froid. « Papa, est-ce que vous avez trouvé quelque chose là-bas » La question était trop directe, bien trop ciblée pour quelqu'un qui prétendait ne rien savoir. « Pourquoi poses-tu précisément cette question, Daniel ?»« Parce que toute ma vie, j'ai entendu dire que notre arrière-grand-père avait caché certains objets sur cette propriété, des objets de grande importance. » Margaret sentit son sang bouillir. Daniel connaissait la vérité. Il savait tout depuis le début. « Quel genre d'objet important ?» insista Robert. « Écoute, papa, c'est une discussion que nous devrions avoir en face à face. Je peux venir ce week-end. Je vais organiser le voyage avec Steven et Caroline. Nous pourrons parler de ces histoires de famille ensemble. » Robert mit fin à l'appel et tourna les yeux vers Margaret. Aucun mot ne fut nécessaire. Ils comprenaient tous deux parfaitement ce que cette conversation signifiait. Daniel ne se contentait pas de savoir. Il était en train d'organiser une visite avec ses frères et sœurs. Une visite qui, bien sûr, n'avait rien à voir avec le désir de revoir leurs parents. « Margaret » déclara Robert, en rangeant le téléphone dans sa poche et en observant la 3e localisation marquée sur la carte. « Nous avons jusqu'à ce week-end pour découvrir tout ce que grand-père a caché. Car dès que les enfants seront ici, le véritable conflit commencera. » Margaret acquiesça d'un signe de tête ferme, serrant la main de son mari. Leurs propres enfants les avaient rejetés, les avaient abandonnés dans cette cabane comme des objets sans valeur. Mais à présent, la vérité leur était apparue. Ils n'étaient pas des victimes sans défense. Ils étaient les héritiers légitimes d'une immense fortune que leurs enfants tentaient de s'approprier par la ruse. La bataille ne faisait que commencer, et cette fois, ils avaient l'avantage. Margaret et Robert décidèrent de ne pas perdre une seule minute. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève complètement à l'horizon, ils étaient déjà en route vers le 3e emplacement indiqué sur la carte de grand-père Eduardo. La fin du chemin se situait à la limite de la propriété, près d'une vieille clôture séparant le terrain d'un chemin désormais abandonné. « Puisque Daniel prévoit d'arriver ce week-end, » observa Margaret, « il ne nous reste que 2 jours pour découvrir tout ce que ton grand-père a laissé. » Robert acquiesça tout en gardant fermement la pelle qu'ils avaient apportée pour creuser. La nuit blanche n'avait en rien entamé sa détermination. Bien au contraire, chaque heure qui passait alimentait davantage sa colère face à la trahison de leurs enfants et renforçait sa volonté de changer le cours des choses. Repérer le 3e emplacement ne posa aucune difficulté. Eduardo avait indiqué l'endroit sur la carte avec une précision rigoureuse, à 20 mètres de la grande clôture. Un repère toujours visible malgré les décennies écoulées. Mais dès les premiers coups de pelle, ils comprirent que cette cachette était différente des précédentes. « Margaret, ce n'est pas une simple excavation », annonça Robert en dégageant la terre accumulée sur la lame de la pelle. « Il y a une structure en béton sous la surface. » Ils creusèrent pendant environ 1 heure avant de découvrir qu'Eduardo avait construit une sorte de bunker souterrain, compact, dont l'intérieur était entièrement recouvert de béton coulé.
Sur le couvercle, gravé avec un outil tranchant, figuraient ces mots « La vérité complète et sans fard n'attend que ceux qui font preuve de courage ». Le couvercle était extrêmement lourd, mais grâce à leurs efforts conjoints, ils parvinrent à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un large conteneur métallique, hermétiquement scellé, placé à côté d'une enveloppe épaisse portant des instructions manuscrites sur sa face extérieure. Lisez le contenu de cette enveloppe avant d'ouvrir le conteneur. Margaret prit l'enveloppe avec des mains tremblantes d'anticipation et commença à lire à voix haute. Être parvenu jusqu'ici prouve que vous êtes réellement mes descendants et que vous avez mérité le droit de connaître la vérité complète. Le contenu de ce conteneur changera votre vie à jamais, mais vous exposera aussi à de grands dangers. Des dangers ? demanda Robert, sentant un froid s'installer dans son estomac. Margaret reprit sa lecture. La mine Castillo représentait bien plus qu'une simple exploitation aurifère. Elle produisait un or d'une pureté exceptionnelle, du même type que celui utilisé pour constituer les réserves des banques centrales. En découvrant cela, mon père conclut un partenariat officiel avec le gouvernement argentin afin de mener les opérations dans un cadre légal. Mais les autres associés avaient des liens avec le crime organisé et cherchaient à détourner l'or vers les circuits du marché noir. Robert s'assit sur un gros rocher à proximité, tentant de digérer cette information. « Margaret, es-tu en train de dire que grand-père s'est retrouvé pris au milieu d'un conflit entre les autorités gouvernementales et des opérations de contrebande illégales ? Les preuves indiquent clairement que c'est exactement ce qui s'est passé. Et regarde ce qu'il écrit ensuite. Quand mon père a refusé de participer à leur projet illégal, ils ont décidé d'anéantir complètement ma famille. J'ai réussi à m'échapper en emportant les documents originaux qui établissent légalement que la mine appartient à la famille Castillo et non à la famille Moreno. Margaret interrompit sa lecture et leva les yeux pour croiser le regard de Robert. « Robert, si ces documents ont encore une validité juridique aujourd'hui, nous pourrions bien être les propriétaires d'une mine d'or en Argentine. » Ils procédèrent à l'ouverture du conteneur métallique avec une prudence délibérée, comme s'ils étaient en train de déverrouiller les portes de leur avenir. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels du gouvernement rédigés en espagnol, portant des sceaux et des tampons des autorités argentines, tous datés des années 1940. Des contrats d'extraction minière, des certificats de propriété et même des photographies montrant la mine en pleine activité. Mais la découverte qui les impressionna le plus fut un dossier séparé portant l'étiquette « Copie envoyée au Brésil ». Archives de sécurité. Dans ce dossier se trouvaient des dizaines de copies officielles certifiées contenant tous les documents traduits en portugais par un notaire agréé opérant à Buenos Aires. « Mon Dieu !» souffla Margaret en feuilletant les papiers accumulés. Eduardo avait prévu toutes les éventualités. Il savait que tôt ou tard, quelqu'un aurait besoin de preuves pour établir la propriété légitime de l'exploitation minière. Robert sélectionna une des photographies représentant la mine et fut stupéfait par l'ampleur de l'entreprise. Cela n'avait rien d'un simple site de prospection. C'était un vaste complexe industriel, avec de lourds équipements, de nombreuses structures, des centaines d'ouvriers engagés dans diverses tâches. Si cette exploitation était encore active aujourd'hui, sa valeur serait inestimable. « Margaret, regarde cette lettre », dit-il en montrant un document à part. « Cette correspondance vient d'un avocat brésilien. » Margaret prit la lettre et en lut le contenu. « Monsieur Eduardo Ferreira, conformément à vos instructions, nous avons déposé auprès d'un notaire public brésilien des copies complètes de tous les documents relatifs à la propriété de la mine Castillo. En cas d'absence ou d'incapacité de votre part, ces documents resteront sous la garde notariale et ne pourront être consultés que par des descendants directs sur présentation d'une preuve vérifiée de lien familial. »« Robert ?» s'exclama Margaret, le cœur battant à tout rompre. « Ton grand-père a tout déposé chez un notaire brésilien.
Cela signifie que les documents ont aussi une pleine validité légale dans ce pays. Mais la découverte la plus remarquable de toutes se trouvait tout au fond du conteneur. Une lettre plus récente, datée de 1977, rédigée 1 an seulement avant la mort de son grand-père. Cette correspondance avait été envoyée par un cabinet d'avocats de São Paulo, directement adressée à Eduardo. Monsieur Ferreira, à la suite de l'enquête que vous avez mandatée, nous confirmons par la présente que la mine Castillo est toujours en activité, sous le contrôle administratif de la famille Moreno. Toutefois, notre analyse juridique indique qu'il ne dispose d'aucun document prouvant une propriété légitime. Leur exploitation repose uniquement sur une possession de fait, sans aucun fondement ni droit légal. Margaret cessa de lire et fixa Robert avec des yeux écarquillés. La mine est toujours en production et ils n'ont aucun document prouvant leur propriété. Ce que cela implique, c'est que... Cela implique que nous pourrions être les propriétaires légitimes d'une mine d'or en activité. Robert prit un autre document et commença à en examiner le contenu. Il s'agissait d'une évaluation technique de la capacité de production de la mine, contenant des chiffres qui lui firent tourner la tête. Margaret, selon ce rapport, la production annuelle d'or de la mine dans les années 1970 atteignait 300 kilos. 300 kilos d'or, quelle serait la valeur de cette quantité aujourd'hui? Robert fit rapidement le calcul mental. Environ 120 millions de réais, chaque année. Le silence qui s'abattit sur eux était si lourd qu'il en devenait presque assourdissant. Ils n'avaient pas simplement hérité d'une collection de pièces anciennes et de bijoux de famille. Ils détenaient potentiellement la propriété de l'une des plus importantes exploitations aurifères de toute l'Amérique du Sud. La raison pour laquelle Daniel s'est soudainement tant intéressé à la propriété de notre arrière-grand-père devient maintenant parfaitement claire, déclara Margaret, de plus en plus furieuse. Il est au courant de cet héritage. Robert sortit son téléphone et appela un avocat avec qui il entretenait une amitié de longue date. « Dr. Henderson, c'est Robert à l'appareil. J'ai besoin d'une consultation juridique urgente concernant des questions de droit international. » Il lui exposa brièvement leur situation tout en omettant volontairement certains détails. « Robert, » répondit l'avocat au bout du fil, « si vous possédez des documents officiels établissant la propriété d'une exploitation minière en Argentine, et si ces documents ont été dûment enregistrés auprès d'un notaire brésilien, alors oui, ils ont une pleine validité juridique. Cela est particulièrement vrai si l'occupation actuelle ne repose que sur une simple possession de fait, sans aucun document justificatif. Quelles seraient les démarches à entreprendre pour faire valoir nos droits sur cette propriété? Il faudra d'abord faire authentifier vos documents. Ensuite, vous devrez engager une procédure judiciaire devant les tribunaux argentins. Mais Robert, vous devez comprendre que cela implique des montants en millions. Des individus puissants feront tout pour empêcher votre réussite. Robert mit fin à l'appel et se tourna vers Margaret. Dr. Henderson a confirmé, il est réellement possible que nous récupérions la propriété de la mine. À ce moment précis, le téléphone de Margaret se mit à sonner. C'était Daniel. « Salut maman, il y a eu un changement de programme. Nous venons aujourd'hui, Steven, Caroline et moi. Nous devrions arriver avant le dîner. » Margaret se tourna vers Robert. « C'est Daniel, mais tu m'as dit que... » Une situation imprévue s'est présentée, une opportunité pour régler certaines affaires familiales. Intervint Daniel avant qu'elle ne termine. Des affaires importantes qu'on ne peut pas repousser. De quelles affaires s'agit-il? On en parlera en personne, maman. On se voit très bientôt. Daniel coupa soudainement la communication, laissant Margaret fixer son téléphone avec l'expression de quelqu'un qui venait de recevoir une menace à peine voilée. « Ils viennent aujourd'hui, » informa-t-elle Robert. « Il a découvert quelque chose. » Robert rassembla toute la documentation et la remit dans le conteneur métallique qu'il referma soigneusement. « Margaret, il faut cacher ce conteneur dans un endroit sûr et on doit agir immédiatement. »
Mais où pourrions-nous bien le dissimuler? Robert observa les alentours et une idée lui vint. À l'endroit même où il avait été caché à l'origine, ici dans la cabane, ils ne soupçonneront jamais que nous avons remis les documents les plus importants là où ils croient déjà avoir fouillé. Ils se précipitèrent vers la cabane et dissimulèrent le conteneur contenant les documents de la mine dans le compartiment souterrain sous le plancher, le plaçant sous les autres objets déjà entreposés. Ensuite, ils remirent tout en place de façon à ce que rien ne paraisse avoir été dérangé. « Robert, » dit Margaret en s'asseyant sur le lit et en fixant intensément son mari, « quand les enfants arriveront aujourd'hui, ce ne sera pas par souci pour leurs parents vieillissants. Ils viennent s'emparer d'un héritage de 200 millions. Et ils se sont persuadés que nous sommes trop naïfs pour comprendre leurs intentions, » répondit Robert avec un sourire mêlant tristesse et détermination. « Mais ils ont négligé un détail de taille. »« Lequel ? » ?»« Nous avons peut-être vieilli, mais nous sommes loin d'être idiots. Et pour l'instant, c'est nous qui avons l'avantage. » Au-delà des murs de la cabane, le bruit des véhicules roulant sur la route non goudronnée annonçait que l'affrontement final approchait. Le son des moteurs s'interrompit juste devant la cabane, à exactement 17 heures. Margaret et Robert étaient assis à la vieille table branlante, feignant de boire leur café, alors qu'en réalité, tout leur sens était en alerte maximale. À en juger par le nombre de portières qui claquèrent, au moins 2 personnes étaient descendues de chaque véhicule. Leurs 3 enfants n'étaient pas venus seuls. « Papa, maman !» s'écria la voix de Daniel dans la cour, avec une jovialité exagérée qui aurait pu tromper quiconque ne connaissait pas sa véritable nature. « On est venu vous rendre visite. » Robert ouvrit la porte et vit une scène qui confirma tous ses soupçons. Daniel se tenait là, accompagné de Jessica, sa femme, ainsi que de 2 individus que Robert n'avait jamais vus auparavant. Des hommes vêtus de costumes formels, arborant clairement l'allure de professionnels chargés de régler les problèmes délicats. Steven descendit du 2e véhicule avec son épouse, tenant un dossier rempli de documents. Caroline arriva seule dans le 3e véhicule, elle aussi portant des papiers à la main. « Quelle merveilleuse surprise !» s'exclama Margaret en embrassant chacun de ses enfants avec la chaleur qui l'avait toujours caractérisée, bien que cette fois, elle suivit chaque geste, chaque regard échangé entre eux. « Je ne m'attendais vraiment pas à vous voir si tôt dans la journée. Vous nous manquiez terriblement, » mentit Caroline sans la moindre hésitation, ses yeux parcourant chaque recoin de la cabane comme si elle cherchait quelque chose de précis, et nous avons voulu nous assurer que vous vous adaptez bien à votre nouveau cadre de vie. Daniel entra dans la cabane, suivi de près par les hommes en costume qui se présentèrent comme des consultants spécialisés dans les affaires commerciales. Margaret remarqua aussitôt que leur attention était fixée sur l'analyse de chaque partie de l'espace, en particulier sur l'état du plancher. « Papa, » commença Daniel en s'asseyant sur l'une des chaises bancales, « il y a certaines questions familiales importantes que nous devons aborder avec toi, des questions qui pourraient résoudre les difficultés financières que tout le monde traverse. »« De quelles questions parles-tu » demanda Robert, gardant une expression parfaitement naïve. Steven sortit le dossier et en tira plusieurs documents. Des questions concernant arrière-grand-père Eduardo. Nous avons découvert des informations plutôt intéressantes au sujet de sa succession. Margaret sentait son sang bouillir, mais elle conserva une attitude soigneusement neutre. « Quel genre d'informations ?»« Des objets de grande valeur, » annonça Caroline, incapable de cacher la lueur d'avidité dans ses yeux. « Des objets qui auraient été cachés quelque part sur cette propriété. » L'un des hommes en costume s'approcha directement de Robert. « Monsieur Robert, je suis Marcus. Je suis chercheur spécialisé dans l'histoire. Vos enfants m'ont engagé pour mener une enquête sur le passé de monsieur Eduardo Ferreira. »« Et quelles sont les conclusions de votre enquête ?» demanda Robert en croisant les bras sur sa poitrine. « Nos recherches ont révélé qu'il était bien plus qu'un simple ouvrier agricole, » expliqua Marcus en sortant une tablette de son sac.
Eduardo Ferreira, dont la véritable identité était Eduardo Castillo, détenait des parts dans une exploitation minière d'or située en Argentine. Margaret afficha une expression de totale stupéfaction. Une exploitation d'or, est-ce vraiment possible? C'est absolument confirmé, déclara Daniel en se penchant en avant, tel un prédateur prêt à fondre sur sa proie. Et d'après les recherches menées par Marcus, cette mine est toujours en activité. Elle extrait encore de l'or et sa valeur pourrait se chiffrer en centaines de millions. Steven se plaça aux côtés de son frère. « Papa, maman, avez-vous trouvé quoi que ce soit depuis que vous êtes ici? Des documents, des objets à valeur historique ?» Robert promena son regard de Margaret à chacun de leurs 3 enfants. « Qu'est-ce qui vous pousse à poser cette question? Parce que notre intention est de vous aider, » proposa Caroline, bien que le ton de sa voix trahît un manque total de sincérité. Si un héritage familial existe réellement, chaque membre de la famille a droit à une part légitime. « Chaque membre de la famille ?» répéta Margaret, laissant filtrer une pointe d'ironie dans sa voix. Le second homme en costume s'avança pour se présenter à son tour. « Je suis Maître Crawford, avocat spécialisé en droit international. Si vous avez découvert des documents établissant la propriété de l'exploitation minière, j'ai les compétences nécessaires pour vous aider à régulariser la situation. » « Régulariser de quelle manière exactement ?» demanda Robert. « Faire valoir le droit de propriété par une procédure devant les tribunaux argentins. Mais cela suppose d'avoir accès à tous les documents originaux laissés par monsieur Eduardo. » Daniel se leva de sa chaise et commença à faire lentement le tour de l'intérieur de la cabane, son attention fixée sur le plancher avec une suspicion à peine voilée. « Papa, cette planche-là semble se détacher. » Margaret sentit son cœur s'emballer, mais elle conserva extérieurement une attitude calme. Plusieurs planches dans la cabane se sont desserrées. La structure est très ancienne. « Cela vous dérangerait-il si je l'examinais de plus près ?» demanda Daniel, bien qu'il se fût déjà agenouillé pour manipuler la planche. « Daniel !» intervint Robert d'une voix nettement plus ferme. « Qu'espères-tu exactement trouver ici ?» Steven abandonna toute prétention d'indifférence. « Papa, soyons francs, nous savons qu'arrière-grand-père a caché des documents de valeur quelque part sur cette propriété. Nous sommes raisonnablement certains que vous avez déjà trouvé quelque chose. Et nous sommes venus ici dans l'intention de régler cette affaire de manière civilisée. »« Civilisée » répéta Margaret, sentant la colère monter en elle. Caroline laissa également tomber toute apparence d'affection. « Maman, toi et papa êtes des personnes âgées, sans formation juridique, sans ressources financières pour mener un combat devant des tribunaux internationaux. Vous n'avez tout simplement pas les moyens de revendiquer un héritage d'une telle ampleur. »« Et vous pensez en être capable ?» défia Robert. « Absolument !» répondit-elle en désignant les 2 hommes en costume. « Nous avons un avocat, un chercheur qualifié, des contacts en Argentine. Nous sommes en mesure de transformer ces documents en argent réel. »« En échange de quoi exactement ?» demanda Margaret, sachant déjà pertinemment la réponse. « En échange de vos signatures sur une procuration autorisant vos enfants à représenter la famille dans toutes les procédures judiciaires. » Robert conserve une expression de réflexion prudente. « Et quelle part nous serait attribuée ?»« 10% du montant total récupéré, » annonça Steven, comme s'il leur faisait une faveur exceptionnelle. « 10% » répéta Margaret, l'incrédulité parfaitement visible sur son visage. « C'est une répartition équitable, » affirma Caroline, « surtout que votre seule contribution serait de signer quelques documents. » Marcus s'approcha en tenant sa tablette. « Monsieur Robert, puis-je vous montrer quelques images? Voici des photos actuelles de la mine Castillo, dans son état actuel. » Les photos révélaient une exploitation d'une ampleur impressionnante. Des machines industrielles géantes, des camions transportant le minerai extrait, des centaines d'ouvriers au travail, des structures industrielles s'étendant sur des kilomètres. Ce n'était pas un vieux site abandonné.
C'était une installation industrielle pleinement opérationnelle. D'après notre analyse, cette mine produit actuellement environ 500 kilos d'or par an. Au prix actuel du marché, cela équivaut à environ 200 millions de réais par an. Margaret afficha une expression d'admiration modérée, bien qu'en elle-même, la colère grondait. Leurs enfants ne proposaient pas 10% d'un héritage hypothétique. Ils tentaient de s'approprier 90% d'une fortune réelle et confirmée. Et vous êtes certain que nous avons des droits légitimes sur cette mine ? Demanda Robert. Maître Crawford ouvrit son dossier. Si vous avez retrouvé les documents originaux laissés par Eduardo, alors oui, absolument. Avec ces documents, nous pouvons saisir la justice argentine et revendiquer officiellement la propriété. Daniel insista davantage. « Papa, maman, avez-vous trouvé quelque chose ici ou non ?» Robert tourna son regard vers Margaret, comme s'ils échangeaient silencieusement. Puis, il poussa un profond soupir de lassitude. « Oui, nous avons trouvé certaines choses. » Les yeux des trois enfants s'illuminèrent aussitôt d'une avidité à peine dissimulée. « Quel genre de choses ?» demanda Steven, peinant à contenir son excitation. « Plusieurs vieux conteneurs enterrés dans le jardin, contenant des papiers anciens, quelques pièces de monnaie, quelques bijoux. » « Des documents rédigés en espagnol ?» demanda maître Crawford en se penchant, visiblement plus attentif. « Une partie, oui. Nous n'avons pas pu en comprendre la signification exacte, mais le contenu semble concerner la propriété de biens immobiliers. » Daniel, Steven et Caroline échangèrent des regards lourds de sens, confirmant tout ce que Margaret et Robert avaient soupçonné depuis le début. Ils savaient précisément ce qu'ils étaient venus chercher. « Seriez-vous disposé à nous montrer ces objets ?» demanda Caroline, incapable de dissimuler son anxiété croissante. Margaret se leva lentement. « Bien sûr que je peux le faire, mais avant cela, je souhaite poser une seule question à vous trois. »« Quel genre de question ?» demanda Daniel, visiblement agacé. « Par quel moyen avez-vous appris l'existence de tout cela concernant arrière-grand-père? Comment avez-vous su qu'un héritage était caché à cet endroit ?» Le silence gêné qui suivit en disait long. Les trois enfants s'observèrent avec incertitude, aucun n'ayant de réponse convaincante à donner. « Nous avons fait des recherches, » balbutia Steven. « Et ces recherches, vous les avez faites où exactement ?» insista Robert. « Dans des archives notariales, parmi des documents historiques, » tenta d'expliquer Caroline. « Et à quel moment avez-vous mené ces recherches ?» reprit Margaret, sans relâcher la pression. Un nouveau silence pesant envahit la pièce. « Il n'y a pas longtemps, » répondit vaguement Daniel. « Avant ou après votre décision de nous envoyer ici ?» demanda Robert, fixant intensément son fils aîné dans les yeux. Et à cet instant précis, Daniel commit l'erreur que Margaret et Robert attendaient. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de son père. « Vous saviez depuis le début, » déclara Margaret, d'une voix calme mais chargée d'une profonde déception. « Vous connaissiez l'existence de cet héritage avant même de nous envoyer ici. Votre décision de nous faire venir dans cette cabane n'était ni fondée sur la compassion, ni sur l'inquiétude. Vous saviez que nous finirions par découvrir la richesse cachée de votre arrière-grand-père. » Le silence qui s'abattit sur la cabane était assourdissant. Et dans ce silence, trois enfants ingrats prirent conscience qu'ils avaient gravement sous-estimé leurs propres parents. Ce silence oppressant ne dura que quelques secondes, mais pour Margaret et Robert, il sembla s'étirer à l'infini. Ils virent sur les visages de leurs trois enfants la confirmation absolue de tous leurs soupçons. Daniel tenta d'être le premier à reprendre contenance, esquissant un sourire qui ne trompa personne. « Papa, maman, vous laissez vos émotions déformer la situation. Nous n'avions aucune information concrète, seulement quelques rumeurs vagues. » « Des rumeurs vagues ?» coupa Margaret d'un ton tranchant en se levant, sa dignité imposant le silence à toute la pièce. « Daniel, crois-tu vraiment que ta mère est une idiote ?»
La question fendit l'atmosphère comme une lame. Daniel ouvrit la bouche, puis la referma à plusieurs reprises, incapable d'articuler une réponse cohérente. « Crois-tu sincèrement ?» poursuivit Margaret en s'approchant jusqu'à se tenir juste devant son fils aîné, qu'après 48 ans de mariage, après avoir élevé 3 enfants de la naissance à l'âge adulte, après avoir travaillé jour et nuit pour vous offrir tout ce dont vous aviez besoin, je ne suis pas capable de reconnaître quand tu me mens en pleine face. Robert se leva à son tour, ressentant un élan de force qu'il n'avait plus éprouvé depuis des mois. « Margaret, permets-moi de leur rappeler certaines choses qu'ils semblent avoir oubliées. » Il concentra son attention sur Daniel. « Te souviens-tu de ton bras cassé à l'âge de 12 ans? Ta mère a accepté 3 emplois en même temps pour payer les soins dans une clinique privée, car l'hôpital public exigeait 6 mois d'attente avant l'intervention. » Le regard de Daniel se baissa vers le sol. « Est-ce que cela te parle, Steven ?» poursuivit Robert, en tournant son attention vers son fils du milieu. « Quand tu as échoué à l'université et que tu as voulu tout abandonner, qui a payé 2 années supplémentaires de frais de scolarité? Qui a continué à croire en ton potentiel alors que toi-même, tu n'y croyais plus ?» Steven ne parvint pas à soutenir le regard de son père. « Et toi, Caroline ?» intervint Margaret, la voix tremblante d'émotion. Quand tu as découvert que tu étais enceinte à 17 ans et que le jeune homme s'est enfui de ses responsabilités, qui s'est occupé de ta fille pendant que tu finissais tes études? Qui a sacrifié son sommeil pendant d'innombrables nuits à bercer ma petite fille pour que tu puisses te reposer? Caroline se mit à pleurer doucement, sans bouger. « Nous avons tout abandonné pour vous, » reprit Robert, sa voix prenant de la force. Un toit pour vous abriter, de la nourriture pour vous nourrir, des vêtements pour vous habiller, une éducation pour vous préparer à la vie, un amour sans condition ni limite, absolument tout. Et quand nous sommes arrivés à un âge avancé, quand, pour la première fois de notre vie, nous avons eu besoin de vous, vous nous avez jetés dans une cabane comme si nous n'étions que des déchets sans valeur. Le docteur Crawford tente de recentrer la discussion. Monsieur Robert, peut-être devrions-nous nous concentrer sur les aspects juridiques de la situation. « Tais-toi !» s'écria Margaret, se tournant vers l'avocat avec une telle fureur qu'il recula instinctivement d'un pas. « Vous ne comprenez rien à cette famille. Vous n'avez aucune idée de ce que nous avons enduré pour élever ces 3 enfants. » Marcus, le chercheur, tenta à son tour d'apaiser la situation. « Madame Margaret, nous comprenons qu'il y a des tensions émotionnelles. Cependant, des tensions émotionnelles ?» répéta Robert, avec une amertume contenue dans la voix. « Vous voyez ça comme une simple tension émotionnelle? Ce que nous voyons ici, c'est une trahison. Une trahison de la part de nos propres enfants. » Daniel reprit contenance et tenta de calmer les choses. « Papa, maman, vous vous laissez emporter. Nous sommes venus ici dans le seul but de vous aider. » « Aider qui exactement ?» coupa Margaret avec force. « Vous-même ou bien nous ?»« Aider toute la famille, » affirma Steven. « S'il y a réellement un héritage, chaque membre de la famille a droit à une part. »« Chaque membre ?» répéta Robert en s'approchant de la fenêtre abîmée de la cabane. « Steven, sais-tu combien de fois ta mère et moi nous sommes contentés de pain et de café pour que vous ayez assez à manger, vous 3 ?» Steven resta silencieux. « Sais-tu combien de vêtements ta mère s'est refusée pour pouvoir t'acheter tes fournitures scolaires? Sais-tu combien de médicaments j'ai refusé de prendre en étant malade pour ne pas vider nos économies ?» La voix de Robert s'épaississait d'émotion, mais il continua. « Jamais nous ne nous sommes plaints. Jamais nous n'avons dit que nous sacrifions nos vies pour vous. Parce que c'était l'amour qui nous motivait. Parce que vous étiez nos enfants et que nous voulions pour vous une vie meilleure que la nôtre. » Margaret rejoignit son mari et lui serra fermement la main. « Et maintenant, au moment où nous ne demandions rien de plus qu'un petit coin dans vos maisons, comment avez-vous réagi? Vous nous avez relégués dans une cabane sans électricité, sans eau potable, sans les conditions de vie minimales. Vous nous avez laissés ici, » poursuivit Robert en fixant intensément ses 3 enfants,
avec l'idée que nous mourions dans cet endroit, en espérant que nous découvrions cet héritage, mais que nous ne vivions pas assez longtemps pour en faire quoi que ce soit. Le silence qui suivit était lourd de honte et de malaise. Jessica, la femme de Daniel, montrait un évident malaise devant cette scène. Les conjoints des deux autres enfants ne les avaient pas accompagnés, très probablement parce qu'ils savaient que ce n'était pas une réunion de famille ordinaire. Cette accusation est totalement fausse, tenta de répondre Caroline, toujours en larmes. Jamais nous n'avons souhaité que vous devez savoir que nous vous aimons. Vous nous aimez? Répondit Margaret en ricanant sans joie. Caroline, sais-tu combien de temps s'est écoulé depuis ton dernier appel pour savoir simplement si nous étions encore en vie? 3 semaines complètes, 21 jours, sans un seul coup de fil, sans une seule visite, sans même une question pour savoir si nous avions besoin de quoi que ce soit. Nous avons été très occupés, maman. Le travail, les enfants qui demandent toute notre attention. Assez occupés pour ne pas pouvoir appeler vos parents, mais pas trop pour engager un avocat et un chercheur professionnel afin de poursuivre l'héritage de votre arrière-grand-père, observa Robert d'un ton accusateur. Monsieur, tenta encore le docteur Crawford pour recentrer la discussion. Monsieur, ne pourrions-nous pas mettre de côté ces différends familiaux et nous concentrer sur les questions réellement importantes? Si vous avez effectivement retrouvé des documents, des questions réellement importantes, l'interrompit une fois de plus Margaret. Docteur, la question réellement importante ici, c'est que 3 enfants ont abandonné leurs parents et cherchent maintenant à s'approprier l'héritage que nous avons découvert. Personne n'a l'intention de voler quoi que ce soit, insista Daniel en tentant d'adopter un ton sincère. Notre souhait est de tout répartir de manière juste et équitable. Tu considères que 10%, c'est une répartition juste et équitable, lança Robert. En prenant en compte que vous n'avez ni l'expertise ni les moyens financiers pour gérer une procédure juridique internationale, commença le docteur Crawford. En prenant en compte que vous avez décidé que nous ne sommes que 2 vieux idiots incapables de nous défendre, termina Margaret à sa place. Robert s'approcha de la table et sortit de sa poche un document plié. Sais-tu ce que cela représente, Daniel? Non. Il contient les coordonnées du docteur Henderson, un avocat qui est mon ami depuis de nombreuses années. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit quand je l'ai appelé plus tôt aujourd'hui? Le visage de Daniel commença à trahir une certaine nervosité. Il m'a dit que si nous possédons les documents originaux prouvant la propriété d'une exploitation minière en Argentine, et si ces documents ont été enregistrés auprès d'un notaire public au Brésil, alors nous avons des droits légaux complets et incontestés, de manière indépendante, sans avoir besoin d'aucune aide de votre part. L'expression du docteur Crawford changea du tout au tout. Vous avez consulté un avocat. En effet, confirma Margaret, et nous avons appris qu'aucune procuration n'est requise de notre part. Nous ne sommes pas obligés de céder 90% de quoi que ce soit. Et surtout, nous n'avons aucune raison de faire confiance à des personnes qui nous ont rejetés. Steven tente une dernière approche. Papa, maman, vous avez été blessés et vos sentiments sont parfaitement compréhensibles. Nous avons commis des erreurs de jugement. Mais nous avons aujourd'hui l'occasion de réparer ces erreurs. Nous pouvons redevenir une vraie famille. Margaret regarda son fils du milieu avec une tristesse profonde dans les yeux. Steven, une famille ne fonctionne pas comme une entreprise. Une famille ne repose pas sur le calcul ou l'intérêt personnel. Vous 3 avez montré que vous vous souvenez avoir des parents uniquement lorsque cela peut vous rapporter de l'argent. Ce que tu dis est injuste, tenta d'objecter Caroline. Ce que je dis est vrai, déclara Robert en se dirigeant vers l'entrée de la cabane et en ouvrant la porte. Et maintenant, il est temps pour vous de quitter notre propriété. Votre propriété, demanda Daniel, visiblement surpris. Exactement. Cette cabane, ce terrain, tout ce que vous voyez, appartient légalement à l'arrière-grand-père Eduardo. Et nous sommes ses seuls héritiers légitimes.
Le docteur Crawford se leva précipitamment. « Monsieur Robert, je dois être autorisé à examiner ces documents. »« Vous n'avez aucun droit d'examiner quoi que ce soit, » déclara Margaret en s'avançant à son tour vers la porte. « Vous êtes arrivés ici comme des charognards attirés par une carcasse. Vous pensiez trouver deux vieillards sans défense, attendant la mort. Mais à la place, vous avez trouvé deux personnes encore capables de se défendre, » conclut Robert. « Et qui dispose maintenant des ressources nécessaires pour le faire. » Daniel tente un ultime recours. « Papa, tu ne peux pas nous traiter ainsi, nous sommes vos enfants. » Margaret s'arrêta sur le seuil et tourna son regard vers ses trois enfants, avec une expression mêlant amour profond et déception accablante, une expression capable de briser le cœur de n'importe qui. Vous l'étiez autrefois, aujourd'hui vous n'êtes plus que des êtres avides qui ont abandonné leurs parents. « Quittez cette propriété », ordonna Robert en désignant leur véhicule, « et ne revenez pas ici. Pas tant que vous n'aurez pas compris ce que signifie vraiment être une famille. » Les trois enfants quittèrent la cabane sans prononcer un mot de plus, suivis de près par les deux professionnels en costume. Juste avant de monter dans son véhicule, Daniel se retourna pour jeter un dernier regard. « Vous allez regretter cette décision, » déclara-t-il, le masque du fils attentionné s'effondrant totalement. « Non, » répondit Margaret depuis l'embrasure de la porte. « Ceux qui connaîtront le regret, ce sont vous trois, quand vous comprendrez ce que vous avez réellement perdu aujourd'hui. » Les véhicules s'éloignèrent, soulevant des nuages de poussière sur la route de campagne, tandis que Margaret et Robert restaient enlacés, observant leurs enfants disparaître au loin, derrière l'horizon. « Robert, » murmura Margaret, « crois-tu que nous avons bien agi ?» Il déposa un baiser tendre sur le front de sa femme. « Absolument. Et maintenant, nous allons prouver que deux personnes âgées peuvent encore transmettre des leçons précieuses sur ce qui compte vraiment dans la vie. » 18 mois passèrent après cette confrontation dans la cabane. 18 mois qui transformèrent complètement l'existence de Margaret et Robert. Ce qui avait commencé comme un abandon cruel de la part de leurs propres enfants devint une histoire de justice retrouvée, de dignité restaurée et de vie renaissante. Le premier appel passé après le départ des enfants fut destiné au docteur Henderson. Avec les documents originaux d'Eduardo Castillo enfin entre leurs mains, il confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Il détenait un droit légal incontestable sur l'exploitation minière d'or en Argentine. La paperasse était irréprochable, enregistrée correctement auprès des autorités notariales, avec traductions officielles et sceaux d'authentification qui avaient conservé leur validité pendant plus de 70 ans. Margaret, Robert, avait déclaré le docteur Henderson lors de cette première consultation, « Vous ne réalisez pas l'ampleur de ce que vous possédez. Cette documentation est une œuvre juridique. Eduardo a tout préparé dans les moindres détails en prévision d'un tel scénario. » 8 mois plus tard, après une longue procédure judiciaire, l'équipe en Argentine confirma que la famille Moreno exploitait la mine illégalement depuis plusieurs décennies, sans jamais avoir prouvé sa propriété de manière officielle. Au terme d'un combat juridique prolongé, la justice argentine statua que la mine devait être restituée à ses véritables propriétaires, les héritiers légitimes d'Eduardo Castillo. Margaret se tenait désormais sur le perron de leur nouvelle maison, un manoir élégant mais sobre, qu'ils avaient acquis dans une ville voisine. Rien de tape à l'œil, ni d'excessif. Simplement une demeure digne de deux personnes ayant consacré leur vie au travail honnête et méritant enfin le confort. « Le café est prêt », annonça Robert, en arrivant avec 2 tasses posées sur un plateau en argent. Non pas par goût du luxe, mais parce qu'il pouvait enfin s'offrir de belles choses sans culpabilité. « Du courrier est arrivé de Buenos Aires », signala Margaret en ouvrant une enveloppe marquée d'un cachet officiel. Le rapport mensuel de la mine. Robert s'installa à côté de sa femme sur le fauteuil à bascule qu'ils avaient choisi spécialement pour ce perron. « Quelle est la production ce mois-ci ?»« 42 kilos,
lut Margaret à haute voix, encore étonnée par les chiffres. L'équivalent de 17 millions de réais. Chaque mois, ajouta Robert, en secouant la tête stupéfait. 17 millions de réais, tous les mois, Margaret. Ils restèrent assis en silence, savourant le calme, leurs regards sur le jardin soigneusement entretenu, leurs oreilles bercées par le chant des oiseaux, leurs esprits apaisés comme ils ne l'avaient plus été depuis longtemps. Leur parcours avait bouclé la boucle d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. « Robert, » murmura Margaret, « penses-tu que les enfants savent ce qui s'est passé ?» « Savoir quoi exactement ? » Savoir que nous avons réussi à récupérer la mine. Savoir qu'aujourd'hui, nous sommes réellement riches. Robert esquissa un sourire. Ils le savent, c'est certain. Daniel doit se ronger les ongles de rage. Steven fait probablement le calcul de ce qu'il a perdu, et Caroline doit pleurer des larmes de regret. Comme si l'univers avait entendu leur échange, le téléphone se mit soudain à sonner. Margaret regarda l'écran et reconnut un nom qui n'y était pas apparu depuis 3 mois. Daniel. « C'est Daniel », dit-elle à Robert. « Réponds, voyons ce qu'il veut maintenant. » Margaret décrocha avec le calme de quelqu'un qui n'éprouve plus aucune peur. « Allô ? Maman ? Maman ? C'est Daniel !» La voix de son fils aîné avait changé. L'arrogance avait disparu. L'attitude présomptueuse s'était envolée. Son ton laissait même transparaître une forme d'humilité. « Bonjour Daniel, comment vas-tu ? Maman, j'ai besoin de vous parler, toi et papa, en personne. » « À quel sujet ? » ?»« À propos de tout ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit il y a 3 mois, de mes choix désastreux, de ce que signifie vraiment une famille. » Margaret tourna les yeux vers Robert, qui acquiesça d'un hochement de tête. « Tu peux venir chez nous. »« Une nouvelle maison ?»« Oui, une nouvelle maison. Je t'enverrai l'adresse par message. »« Maman, j'ai lu les articles dans les journaux, concernant la mine en Argentine, concernant votre succès pour la récupérer. Et qu'est-ce que cela change ? Je voudrais vous demander pardon, sincèrement et du fond du cœur. Je sais que j'ai tout gâché, que je vous ai traité de façon impardonnable, que... » « Daniel, » l'interrompit Margaret d'un ton ferme, « le pardon se demande en personne, pas au téléphone. Est-ce que Steven et Caroline peuvent venir avec moi ?» Margaret hésita un instant avant de répondre. « Vous pouvez tous venir, mais ne venez pas dans l'idée de recevoir de l'argent. Venez dans l'intention de parler de ce que signifie vraiment être une famille. » « Je comprends parfaitement, maman. C'est exactement ce que nous souhaitons aussi. Simplement parler de la famille. » Environ 1 heure plus tard, les 3 enfants se tenaient devant la nouvelle maison, manifestement stupéfaits. La maison n'était pas tape à l'œil, mais elle dégageait une élégance indéniable. Elle inspirait la dignité. Elle incarnait ce que 2 personnes ayant travaillé toute leur vie méritaient après tant de sacrifices. Margaret ouvrit la porte, vêtue d'une tenue simple mais parfaitement taillée, avec un collier de perles discret que Robert lui avait offert la semaine précédente. Robert apparut à ses côtés, en chemise bien repassée, un sourire serein sur le visage. « Entrez, je vous en prie », dit Margaret d'une voix dénuée d'amertume, mais aussi dépourvue de la chaleur d'autrefois. Les 3 enfants pénétrèrent dans le vaste salon, meublé avec goût, orné de tableaux magnifiques, illuminés par des fleurs fraîches dans des vases en cristal. C'était la maison dont Margaret avait toujours rêvé, sans jamais avoir eu les moyens de la réaliser. « Asseyez-vous », dit Robert en désignant le grand canapé. Daniel, Steven et Caroline s'installèrent lentement, comme des enfants repentants face à leurs parents. Toute la dynamique entre eux avait été renversée. À présent, ils étaient ceux qui devaient demander, et non plus ceux qui exigeaient. « Papa, maman, » commença Daniel, la voix nouée par l'émotion, « nous sommes venus vous demander pardon, sincèrement, sans intention cachée, sans motif secret. »« Le pardon pour quelle faute, précisément ?» demanda Margaret, souhaitant entendre les aveux clairement formulés. « Pour vous avoir rejeté, pour vous avoir laissé dans cette cabane, pour avoir tenté de nous emparer de votre héritage. » Caroline pleurait à chaudes larmes. « Maman,
Notre comportement a été impitoyable. Nous avons oublié tout ce que vous avez sacrifié pour nous. Nous n'avons pensé qu'aux gains financiers. » « Et maintenant ?» demanda Robert. « Qu'est-ce qui a changé ?» Ce fut Steven qui répondit. « Maintenant, nous avons compris ce que nous avons vraiment perdu, pas la richesse matérielle. Nous vous avons perdu. Nous avons perdu notre famille. Nous avons perdu l'amour inconditionnel que vous nous avez toujours donné. » Margaret se leva et s'approcha de la fenêtre. « Savez-vous ce qui m'a causé la plus grande douleur durant ces 3 mois ?»« Quoi donc ?» demandèrent-ils tous les trois à l'unisson. « Ce n'était pas l'abandon, ce n'était pas l'humiliation. Ce qui m'a le plus blessé, c'était de découvrir que j'avais élevé 3 enfants qui ne se souvenaient de leurs parents que lorsque cela pouvait leur rapporter quelque chose. « Maman, nous avons vraiment tiré des leçons de tout cela, » déclara Daniel en se levant à son tour. « Nous voulons regagner votre amour. Nous savons que cela prendra peut-être des années, mais ce que nous désirons, c'est retrouver notre famille. » Robert observa longuement ses 3 enfants. Il vit dans leurs yeux un véritable remords. Il vit des larmes sincères. Il vit des êtres humains qui avaient enfin compris l'ampleur de leur erreur. « Margaret, » dit-il à sa femme, « ce sont nos enfants. Leurs fautes ont été graves. La douleur qu'ils ont causée était réelle. Mais ce sont malgré tout nos enfants. » Margaret se retourna, les regarda tous les 3, puis tourna à nouveau les yeux vers son mari. « Robert, es-tu vraiment certain de vouloir leur donner une autre chance ?»« J'en suis certain, mais à certaines conditions. »« Quelles conditions ?» demanda Caroline. « La première condition, c'est que vous prouviez votre changement par vos actions, pas seulement par vos paroles. La deuxième, c'est votre participation à un projet que nous avons mis en place. » « Quel projet ?» demanda Daniel. Margaret sourit pour la première fois depuis leur arrivée. « Nous voulons créer un lieu de vie pour des personnes âgées abandonnées par leurs enfants. Un endroit digne, chaleureux, où des gens ayant vécu ce que nous avons vécu pourront finir leur jour avec respect. Et nous voulons que vous participiez, » ajouta Robert. « Pas avec de l'argent, avec votre travail, votre engagement et votre amour. » Les 3 enfants échangèrent un regard, puis se tournèrent à nouveau vers leurs parents. « Nous acceptons ces conditions, » déclara Steven. « Nous voulons vraiment participer. »« Nous voulons réapprendre à être une famille, » ajouta Caroline avec sincérité. Daniel s'approcha de ses parents, les larmes aux yeux. « Papa, maman, est-ce que vous pouvez me pardonner ?» Margaret observa longuement son fils aîné, puis ouvrit les bras. « Viens ici, mon fils. » L'étreinte qui suivit fut longue et chargée d'émotions, baignée de larmes de regret et de pardon. En quelques instants, Steven et Caroline les rejoignirent, et pour la première fois depuis des mois, ils se retrouvèrent unis comme une vraie famille. 6 mois après ces retrouvailles, la maison Eduardo Castillo fut officiellement inaugurée lors d'une cérémonie émouvante. Un établissement exemplaire de 100 places, destiné aux personnes âgées abandonnées par leurs proches, entièrement financé grâce aux revenus de la mine d'or. Margaret se tenait à l'entrée du centre pour accueillir les premiers résidents lorsqu'une vieille femme s'approcha d'elle. « Madame Margaret, je veux vous remercier d'avoir créé cet endroit. Mes propres enfants m'ont abandonné aussi. Je m'étais résignée à mourir seule. » Margaret la serra tendrement dans ses bras. « Entre ces murs, tu ne seras plus jamais seule. Ici, c'est ta maison désormais. » Robert rejoignit sa femme. « Margaret, crois-tu que grand-père Eduardo avait imaginé qu'un jour, son héritage servirait à aider les autres ?»« Je crois que oui, » répondit-elle en contemplant une photographie d'Eduardo accrochée au mur principal de l'établissement. Je crois qu'il a tout orchestré pour que nous comprenions que la véritable famille va au-delà des liens du sang. Elle repose sur l'amour, sur le fait de prendre soin les uns des autres, sur la présence au moment où elle est nécessaire. Daniel, Steven et Caroline se consacrèrent au bénévolat dans le centre chaque week-end, aidant à s'occuper des résidents âgés, prouvant par leurs actes à leurs parents que leur transformation était sincère et durable. Ce soir-là, Margaret et Robert se retrouvèrent sur le perron de leur maison, les yeux tournés vers les étoiles. «
Robert, demande Margaret, crois-tu que nous avons fait les bons choix? J'en suis convaincu. Nous avons pardonné à nos enfants sans jamais oublier la leçon apprise, et nous avons transformé notre souffrance en aide pour ceux qui en avaient besoin. Crois-tu que grand-père Eduardo serait fier de ce que nous avons accompli? Robert sourit tendrement en prenant la main de sa femme dans la sienne. Il le serait, sans aucun doute, parce que nous avons prouvé que la véritable famille se construit chaque jour avec de l'amour, du respect mutuel et la préservation de la dignité. Et là, sur le perron de cette maison acquise grâce au triomphe de la justice, deux cœurs qui avaient failli être brisés par l'ingratitude retrouvèrent chaleur et sérénité, portés par l'étreinte d'une famille réunie et la bienveillance qu'ils avaient choisi de semer autour d'eux.